Bienvenue chez vous vous est proposé avec le soutien de Wallonie-Belgique Tourisme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bienvenue chez vous. Je suis ici au lac des Doyards à Vielsalm. Vous l'aurez compris, dans cette émission, je vous emmène au cœur de la Haute-Ardenne. On débute notre visite dans la maison du pays de Salm pour apprendre avant toute chose l'histoire, le folklore, mais aussi quelques notions de géologie locale. Nous découvrirons ensemble la bergerie de la Lienne, située à Lierneux, et la fabrication de son fromage au lait de brebis. Nous nous promènerons sur des trottinettes tout-terrain entre Vielsalm et la commune de Trois-Ponts, sur les traces de la célèbre légende du Fait du Diable. Par la suite, nous rencontrerons également deux membres du Center Park de Vielsalm qui travaillent quotidiennement à la gestion de ce gigantesque site. Et nous clôturerons notre visite de la Haute-Ardenne par la distillerie du Dr Clyde, la seule en Belgique à distiller du rhum. Après tout ça, vous aurez rendez-vous avec un autre bon plan nature. Alors le programme est chargé, il n'y a pas de temps à perdre, c'est parti. À cheval sur les provinces de Liège et du Luxembourg, le territoire vallonné de la Haute-Ardenne regorge d'histoires, de traditions folkloriques et de légendes. Pour nous imprégner de l'ambiance locale, nous avons rendez-vous dans le centre de Vielsalm, à la maison du pays de Salm. Justine Piron, bonjour. Vous travaillez ici au syndicat d'initiative de Vielsalm. C'est une ville qui est chargée d'histoire. Oui, donc l'histoire de Vielsalm remonte au XIe siècle, quand il y a eu les comtés de Salm qui se sont installés dans un château ici au centre de Vielsalm. Et au XIVe siècle, ils ont décidé de déménager leur château à Salm-Château. À l'époque, ça s'appelait donc Salmanova. Ils sont déménagés simplement pour une raison stratégique, puisqu'ils étaient installés plus sur une butte, donc ils avaient une meilleure position. Et c'est à ce moment-là que l'ancien village est devenu le vieux Salm, en référence avec Salmanova, le nouveau village. Et donc il y avait l'ancien Salm, le nouveau, mais Salm, ça a aussi une signification. Salm, en fait, vient du celte et signifie donc saumon, parce qu'à l'époque, des saumons remontaient dans la rivière, et c'est pour cette raison que le cours d'eau s'appelle comme ça. Maintenant, il faut savoir aussi que en fait, le cours d'eau, c'est à partir du moment où il passe le village de Vielsalm, qui s'appelle la Salm, sinon en amont, il s'appelle le Glas. Vielsalm, c'est une ville où il y a beaucoup de choses à découvrir. Je suppose qu'on va encore en voir toute une partie dans le musée. Oui, bien sûr. Je vous invite à venir en découvrir un petit peu plus. Voilà, on arrive maintenant dans les froides galeries de schiste. Donc la galerie commence par la géologie régionale et alors passe petit à petit donc, par le schiste et puis enfin le coticule qui est vraiment la pièce maîtresse, je vais dire, de la région. Oui, c'est une pierre qui est célèbre ici à Vielsalm. Qui est célèbre, qui est surtout unique au monde, puisqu'on ne la trouve vraiment que ici dans la région. C'est très très particulier comme pierre. Et alors elle a été très célèbre à une époque parce qu'elle était vraiment très utilisée par les barbiers, mais partout dans le monde. Oui, donc le coticule, ça sert à aiguiser. C'est une pierre qui est très coupante. C'est une pierre en fait qui permet de déguiser toutes les lames, mais qui le fait vraiment d'une manière très très précise et très très fine. Et donc elle est considérée comme l'une des meilleures pierres à aiguiser au monde. Et donc le coticule, on ne le trouve qu'ici, dans la région de Vielsalm. Je suppose que du coup, c'est une grande partie de la population qui a participé à son extraction. Oui, donc au début du XXe siècle, c'était vraiment l'apogée de l'extraction du coticule et une énorme partie de la population travaillait autour de ça, que ce soit les hommes qui allaient vraiment dans les carrières pour extraire la pierre et puis les femmes qui vivaient un peu leur vie autour de ça. En fait, on a aussi une maquette qui explique les différentes étapes de l'extraction du coticule. Mais maintenant, je vous propose de continuer la visite et de passer à la partie sur le folklore et les célèbres macrales. Allez, en route!
voilà, ici on arrive dans la partie un peu plus folklorique qui fait parfois un petit peu peur. Oui, donc impossible de venir à Vielsalm sans parler des makrals. Les makrals, c'est un folklore ici local. Oui, donc les makrals, en fait, ça a démarré avec, à partir d'une légende locale qui est la légende d'Augustine Maca. Donc la légende raconte que Nicolas Jorgou, un jeune garçon du village, était parti cueillir des myrtilles avec 6 amis. Et comme l'hiver avait été rude cette année-là, ils sont revenus bredouilles. Il n'y avait pas de myrtille, pas la moindre myrtille dans la forêt. Et sur le chemin du retour, ils ont croisé une vieille dame qui était connue dans la région pour être une sorcière, donc Augustine Maca, qui avait un panier rempli, elle, de myrtilles. Et donc il leur en a proposé. Et ils ont tous été macralés parce qu'elle avait ensorcelé les myrtilles. Oui, donc les makrals, c'est une histoire liée à une légende, mais qui a encore un ancrage bien actuel aujourd'hui dans la région de Vielsalm. Oui, en fait, les makrals de Vielsalm, c'est un groupe folklorique qui est né de la légende il y a un peu plus de 60 ans et qui organise chaque année un sabbat, donc le 21 juillet. En fait, ça se passe comme ça. Donc, ils vont récupérer les clés de la ville des mains du bourgmestre et ils les gardent en leurs mains pendant 24 heures jusqu'à la fête des myrtilles le 21 juillet, où ils défilent dans le village pour terminer par un feu d'artifice dans le parc communal. Et je suppose que cette histoire de makrals, elle finit bien. Oui, quand même, le bourgmestre récupère les clés de la ville, donc ça va. Eh bien, on a appris plein de choses. Merci beaucoup, Justine, pour cette visite. Quittons Vielsalm un moment pour nous rendre à Grand-Haye, plus au nord, dans la commune de Lierneux. C'est ici, à flanc de colline, que John, originaire d'Islande, et sa femme Nadia ont décidé de construire la bergerie de la Lienne. Le couple s'occupe d'un troupeau de brebis qui produit le lait utilisé dans leurs fromages artisanaux. Moi, je suis un peu familier avec les moutons. Mes grands-parents, ils avaient une ferme en Islande et tous les week-ends, j'étais là-bas. Et donc, je connaissais un petit peu, mais pas vraiment sur le terme de faire l'élevage. Mais quand on a commencé, on avait 6 brebis, puis la prochaine année, on avait 12, puis 20. Et ça a évolué un petit peu graduellement comme ça. Et aujourd'hui, on a 50 laitiers. Sinon, quand j'ai trait les brebis, je ferme ici le barrière et elles vont monter sur le quai. Il y a 8 places de chaque côté. C'est un véritable travail d'équipe. Quand John s'occupe du troupeau, en cuisine, c'est Nadia qui se charge de transformer la matière première. Donc on fait des fromages tout au lait cru de brebis, des fromages à pâte dure, donc des tomes qui affinent en cave entre 6 semaines et 6 mois. Et alors après ça, on fait des fromages frais, nature épicée, des fromages de type feta et du yaourt. Le fromage frais, on travaille toujours en lait chaud. Donc dès que le lait sort du pis, il est directement ensemencé et emprésuré. Et alors après, on doit attendre, ça dépend un peu, mais disons plus ou moins 24 heures avant de pouvoir le mouler dans des petites faisselles. Et alors il est égoutté, encore une fois 24 heures, et puis il peut être consommé. Donc c'est très rapide. Entre le moment où le lait sort du pis et on peut le consommer, il s'écoule au maximum 4 jours. Donc ici, je vais épicer les petits fromages frais. Donc on les laisse nature, mais on les fait aussi épicer pour un peu plus de saveur. C'est un mélange de petites fleurs.
Reprenons maintenant un peu l'air sur les traces d'une légende locale bien connue, la légende du fait du diable. L'histoire se passe dans les bois et nous allons nous y rendre avec un moyen de transport un peu particulier. Donc vous voyez Bernard, je me suis équipée, on est ici entre Vielsalm et Trois-Ponts. On va suivre ce groupe en balade grâce à ces trottinettes tout-terrain. Comment ça marche? C'est un peu comme un vélo, sauf qu'il n'y a pas de selle, pas de pédale. Donc il faut juste avoir un minimum d'équilibre. Et puis alors les freins, il faut vraiment essayer de freiner le maximum avec le frein de droite pour freiner l'arrière, pour éviter le soleil. Et alors c'est parti. Et donc il suffit de grimper sur cette machine et puis on est parti. Il faut prendre évidemment le sac à dos. Ah oui. Comme ça, on met le sac au dos, qui est la batterie, et qu'on raccorde ici, simplement comme ceci. D'accord, voilà. Ok. Et on allume l'écran, on met une vitesse, un peu d'accélération, et puis c'est parti. Voilà. Donc voilà, donc ici on est parti pour une balade. On a justement rendez-vous avec Dominique Deblanc au Rocher du Diable. Oui, on va aller vers le fait du diable plutôt. Et on est parti pour une petite balade sympa. Donc, allez, on est go? Et voilà, on y est, au fait du diable. Eh bien, c'est ici que moi je vais vous laisser. Merci beaucoup pour cette promenade. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Dominique Deblanc, vous travaillez au musée de Wannes. Ici, c'est un rocher qui a toute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est Remacle qui a été envoyé par l'évêque de Liège pour construire un monastère. Il avait un âne avec lui pour faire les travaux. Un loup a dévoré l'âne et le loup a dû continuer à travailler à la place de l'âne. Quelques années après, ce loup s'est avéré être le diable. Il a voulu se venger de Remacle et a commencé à chercher après un rocher énorme. Et donc cette pierre, c'était pour écraser littéralement le monastère qui était en construction. Le diable voulait se venger évidemment de Remacle, donc il se dit, avec le gros rocher, je vais écraser tout le monde quand ils seront dans l'église et j'aurai ainsi ma vengeance. Donc Remacle décide d'aller à la rencontre du diable, mais il a une idée dans la tête, il veut ruser. Il a dans son sac un tas de vieilles chaussures usées. Il rencontre le diable et le diable, qui ne sait plus où se trouve Stavelot, lui demande « Maintenant, est-ce que tu peux me dire où Stavelot se trouve ?» Remacle regarde le diable et lui dit « Mais bien sûr !» Il prend son sac, le jette aux pieds du diable et lui dit « Regarde, j'ai usé toutes ces chaussures-là depuis que je suis parti de Stavelot. » Donc Stavelot était trop loin. Le diable, qui était déjà fatigué, qui en avait assez de tenir cette pierre, la jette aux pieds de Remacle et disparaît à tout jamais. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas de rocher, mais on parle bien de fait. Fait veut dire fardeau. Évidemment, c'était un fardeau énorme pour le diable, même s'il était immense et même s'il savait le porter, c'était quand même très lourd pour lui. Changement de décor, nous voilà au Center Park de Vielsalm. 350 maisonnettes, piscine intérieure, pleine de jeux, mini-ferme et pour gérer tout cela en coulisses, pas moins de 250 personnes. Nous avons rencontré 2 d'entre elles, dont Cédric, responsable de l'Aquamundo, la piscine intérieure. Il y a beaucoup de procédures de sécurité, notamment pour la qualité de l'eau, et les caves, c'est le centre où toute la qualité de l'eau se joue, où c'est analysé et où l'eau est filtrée et chlorée pour la désinfection. C'est une grosse responsabilité parce qu'on est tenu avec des exigences légales
Et en plus de ça, on a énormément de clients, donc on se doit d'avoir la qualité de l'eau la meilleure possible. Donc voici, si on arrive dans une partie technique, nous avons différents ordinateurs qui s'appellent des pool packs et qui analysent en permanence l'eau qui vient de nos différentes piscines. Ils analysent donc l'acidité de l'eau, la teneur en chlore et la température. Ces informations sont transmises à des pompes qui se trouvent de l'autre côté et qui règlent automatiquement les injections des différents produits pour corriger et être dans les bons taux de chlore et le bon taux de pH dans l'eau. Cédric est aussi chargé de la sécurité autour de la piscine et travaille donc quotidiennement avec les maîtres nageurs. Une autre de ses missions, c'est réduire au maximum l'empreinte écologique du parc. On a ici un système d'osmose inverse qui nous permet de récupérer une partie d'eau, donc de consommer moins d'eau et moins d'énergie pour le chauffer. Mais on cherche toujours à diminuer au maximum notre consommation d'eau, de gaz, d'électricité pour le fonctionnement de la piscine, mais de l'entièreté du parc. Un peu plus haut dans le parc, nous avons rendez-vous avec Günther, qui lui est responsable de la toute nouvelle ferme des enfants. Oui, une journée à la ferme, oui, ça commence avec nourrir les bêtes. D'abord, ça c'est le plus important et quand on fait ça, oui, on vérifie leur santé, parce que ça c'est aussi super important, qu'il y a beaucoup de visiteurs, mais les bêtes doivent être respectées. Donc on vérifie leur santé, si tout se passe bien, nourrir, on nettoyer les box. Après on vérifie dehors, les terrasses, les sentiers, que tout c'est bien propre et sécure pour les visiteurs peuvent rentrer. Donc une fois par jour, on nourrit avec des grains notre chèvre. Donc oui, c'est pour ils sont bien nutris et après c'est reçu aussi des foins toute la journée pour être bien. Center Park, ce n'est pas seulement une piscine pour nager, mais c'est aussi une ferme pour découvrir. Il y a quand même aussi des gens qui viennent dans une ville et oui, ils ne connaissent pas les bêtes. Il y a beaucoup de gens. Nous avons 2 moments, mercredi et samedi. On fait un moment pour nourrir ensemble avec notre visiteurs. Et oui, les enfants sont tous heureux pour faire ça. Allez, laissons derrière nous le Center Park et partons pour le dernier arrêt de notre visite en Haute-Ardenne, direction Trois-Ponts. Nous sommes ici dans la distillerie Dr Clyde. Thierry, vous en êtes le créateur. Comment vous est venue cette idée de créer une distillerie ici en Belgique ? Disons que les distilleries en Belgique, il y en a un assez grand nombre. Toutefois, c'est assez souvent des sociétés industrielles, et à savoir que les petites distilleries artisanales avec des productions vraiment à échelle humaine, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu du paysage à la suite de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ici, c'est vraiment une tentative de retourner à une situation un peu plus ancestrale, où on a des produits faits à la main, en petite quantité, avec une vocation vraiment locale. Donc le produit phare ici de la distillerie, c'est le rhum. Pourquoi avoir choisi le rhum ? Disons que dans les produits traditionnellement belges, on évoque souvent le péquet, les genièvres, etc. Pour être honnête, je n'aime pas ça. Voilà. Donc moi, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus original. Et dans les eaux de vie, disons qu'au niveau historique, je suis très attiré par le rhum. Et voilà, j'ai voulu convertir cette passion plutôt pour le rhum, en le faisant moi-même, mais pas simplement en l'important ou quoi qu'est-ce. Donc vraiment assumer le processus de fabrication du rhum du début à la fin. Donc voilà, c'est venu comme ça. Donc on le voit ici, il y a une grande variété de rhum. Derrière, il y a tout un processus de fabrication. C'est dans votre cave, si je ne me trompe ? La cave est à l'extérieur, tout à fait. Vous me faites visiter ? Avec plaisir. Merci. Donc ici, où est-ce qu'on est ? On est dans la salle de fermentation.
D'accord. Et donc le rhum, il part de quoi? Alors le rhum, chez nous, ça part toujours d'une même matière première, qui est de la mélasse de canne à sucre. Alors la mélasse de canne à sucre, c'est ceci. C'est un sirop noir assez épais, qui contient environ 50% de sucre. C'est une mélasse biologique qu'on reçoit du Brésil via le port d'Anvers. Et en fait, c'est à partir de cette matière première-là qu'on va faire le rhum. Et donc, qu'est-ce qu'on va ajouter pour produire de l'alcool? Alors ici, c'est un petit peu trop dense pour le moment. Ça ne contient pas d'alcool. Donc la première étape, c'est vraiment de faire fermenter cette mélasse de canne à sucre. Pour ça, on va ajouter de l'eau et on va intégrer la levure. Et c'est la levure qui va convertir progressivement le sucre en alcool. D'accord. Ici, par exemple, on peut voir une cuve de fermentation. Dans cette cuve de fermentation, donc, ont été mises la mélasse, l'eau chaude et la levure. Et donc, il y a un dégagement de bulles de gaz carbonique. C'est la preuve que la fermentation est en cours. Et donc, une fois que le processus ici est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ne ressemble pas encore à du rhum. Ce n'est pas du rhum, ça n'a pas le goût du rhum, ce n'est même pas très bon. Donc voilà, il ne faut surtout pas boire ça. En réalité, ici, on a fabriqué un mou alcoolisé. Donc le taux d'alcool est ici. On est environ à 12, 13, 14 degrés. Et le but maintenant, c'est de distiller ce mou pour extraire l'alcool et fabriquer le rhum. Et ça, je suppose, ça ne se fait pas ici? Non, il n'y a pas vraiment la place. On fait ça plutôt à l'extérieur. Donc c'est ici que se termine le processus de fabrication du rhum. C'est ici en tout cas qu'on termine le rhum en tant que tel, qu'on a fabriqué le rhum. Donc ça c'est l'alambic. En gros on va mettre le mou fermenté dedans, distillé, et les vapeurs qu'on va récolter vont être ensuite condensées. Et après condensation on récolte du rhum blanc. Rhum blanc qui peut ensuite passer en fût pour devenir un rhum brun, être retravaillé avec des épices éventuellement. Donc voilà, c'est effectivement ici que se termine la production du rhum. Donc ici vous êtes deux à travailler à la distillerie. Combien de produits différents vous produisez? On en produit minimum 13, parmi lesquels 8 rhums. Et on fabrique un petit peu de gin, d'absinthe, des variétés de whisky aussi. À l'occurrence d'environ 5000 bouteilles par an. Vous voulez goûter quelque chose? Bah oui, avec plaisir. Je vais vous faire goûter, d'après vos goûts, plutôt un rhum épicé. Oui. C'est un rhum un peu plus doux, un peu plus sucré, avec un goût de vanille. Merci. Moi, de mon côté, je vais prendre un brut de fût, quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus sec. J'aime pas trop les choses sucrées. Eh bien, avant de goûter, je vous donne rendez-vous avec un autre bon plan nature. Santé! Bienvenue à Péridesa, un parc connu pour ses animaux, mais le parc regorge également de nombreuses espèces de plantes rares et exotiques. Nous allons en découvrir quelques-unes tout de suite. Créé en 1994 et installé dans le petit village de Cambron-Casteau, non loin d'Ath, Péridesa, anciennement appelé Paradisio, n'a cessé d'évoluer et de s'agrandir. Si le parc rassemble quelques 7000 animaux, il a vu également pousser et fleurir plus d'1 millier de plantes réparties sur une 70aine d'hectares. Nous sommes ici dans le parc et on peut dire que vous êtes le monsieur plante de Péridesa, c'est ça? Oui, on peut appeler ça comme ça, oui, exactement. Alors en quoi consiste votre travail ici au parc? Alors mon travail est un petit peu complexe dans la mesure où le parc représente un petit peu tous les mondes possibles présents sur Terre. Et donc ça veut dire que nous sommes à la recherche en fait de plantes spécifiques pour décorer ces mondes et pour donner une impression aux visiteurs de vraiment voyager à travers les différents pays représentés ici. Alors je suppose que vous-même vous avez dû faire des recherches sur les plantes qui arrivent ici parce que comme vous le dites, ce n'est pas des plantes qui font partie du paysage belge. Oui, mais je dois dire que je suis déjà un passionné de plantes au départ, que je voyage beaucoup, donc je découvre un petit peu le monde des plantes régulièrement, donc ça aide évidemment. Après, il y a des recherches qui doivent être faites par rapport à certaines espèces qui évidemment peuvent pousser chez nous en Belgique. On doit représenter parfois des paysages comme ici l'Australie par exemple. L'Australie n'a pas tout à fait le même climat qu'en Belgique et donc il faut trouver des plantes qui peuvent être adaptées à ce terrain. Je dirais qu'avec le changement climatique que l'on vit, et nous on est les premiers à le subir au niveau des jardins évidemment, le problème est plus avec les plantes de chez nous.
qu'avec les plantes exotiques. Et donc ça veut dire qu'il y a des maladies, oui, il y a des insectes qui deviennent ravageurs au point que voilà, il faut revoir un petit peu sa copie et se diriger vers des nouvelles plantes plus résistantes, voire des plus exotiques aussi, puisque les températures, on le voit bien, sont sur un réchauffement certain. Cela fait 8 ans que Guy chouchoute les plantes du parc. Au fil du temps, il a compris comment apprivoiser la flore, aussi capricieuse parfois que les animaux. Le résultat, une promenade à travers les 5 continents. Alors ici, on est en Chine? C'est ça, oui, on arrive en Chine. Et donc le but un peu des jardins en Chine, c'était de recréer un petit peu les traditions, de montrer les traditions qu'on peut y voir, entre autres avec cette volière qui est en fait une reproduction des cages à oiseaux chanteurs. La Chine, j'ai envie de dire, est peut-être le territoire le plus facile à travailler pour nous. Il faut savoir que plus de 90% des plantes qui se trouvent dans nos jardins proviennent de Chine. Donc déjà, c'était une facilité. Après, bon, je crois qu'il y a un choix par rapport à l'esthétique de la plante et de la caractéristique et puis aussi de la magie qu'on veut donner aussi à l'endroit. D'ici quelques semaines, le parc ouvrira ses portes pour une nouvelle saison, l'occasion pour les visiteurs d'apprécier l'importance de la diversité de la flore de l'univers Péri des As. Et voilà, c'est terminé pour cette émission de Bienvenue chez vous. Je vous retrouverai en avril, cette fois à La Roche en Ardennes. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et de nous retrouver aussi sur le site internet de votre télévision locale. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de sortir de chez vous.